Bonjour à tous et à toutes. Je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord. Au nom de l'équipe du musée et de celle d'Héritage Montréal, bienvenue donc à cette conférence de la série Échanges urbains, toujours en virtuel depuis plusieurs mois, voire quelques années maintenant, mais qui se tient habituellement au Musée McCord en plein cœur du centre-ville. Donc, avant toute chose, je voudrais d'ailleurs reconnaître que le musée McCord est situé dans un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Guinéen-Guiaga démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke et reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. La conférence de ce midi pose la question suivante, donc densifier Montréal entre utopie et nécessité, quel équilibre? Je vais vous présenter en quelques mots les trois invités qui vont s'exprimer sur le sujet. Donc, je les invite à allumer leur caméra et à se joindre à nous. Tout d'abord, il y a Marie-Odile Trépanier qui participe à l'échange à titre d'administratrice des Amis de la Montagne, professeure à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal de 1980 à 2011. Elle a dirigé son enseignement principalement sur la législation en urbanisme et sur les institutions municipales. En matière de recherche et publication, elle s'est plus particulièrement intéressée aux questions métropolitaines, à la protection et à la gestion des milieux naturels et des paysages, ainsi qu'aux moyens de protection du patrimoine culturel. Et depuis sa retraite, elle continue à s'impliquer, entre autres, auprès des Amis de la Montagne, d'Héritage Montréal et de l'Institut des politiques alternatives pour Montréal, ainsi que de l'Ordre des urbanismes du Québec en tant que membre du CA ou de comité. Richard Schimmer est géographe économique, professeur, directeur de l'École d'urbanisme de McGill et membre de l'Ordre des urbanistes du Québec et de l'Institut canadien des urbanistes. Ses recherches portent sur la localisation des activités économiques et des travailleurs, interrogeant les processus économiques liés à la densité et à l'agglomération, ainsi que ceux associés à la faible densité et à l'isolement. Il a aussi déjà été consultant immobilier et enseigne maintenant un cours sur l'immobilier et la planification urbaine. Notre troisième invitée, Laurence Vincent, est présidente de Prével, une entreprise de développement urbain de près de 100 employés, fondée il y a plus de 40 ans. Au cours des 18 dernières années, Mme Vincent a participé activement à la réalisation de plusieurs des 11 500 unités d'habitation ainsi qu'au développement de projets marquants pour le paysage de quartiers centraux. Reconnue pour contribuer au patrimoine bâti ainsi qu'à l'accession à la propriété, Mme Vincent s'implique pour créer des milieux favorisant l'interaction humaine et la mixité. Et parmi ses nombreux engagements, elle siège notamment au conseil d'administration de l'organisation Vivre en Ville, ainsi que de celui de l'Institut du développement urbain du Québec. Alors, on les remercie tous trois d'avoir accepté notre invitation. On a déjà une première rencontre très dynamique, donc je sens que ça va bien se poursuivre ce midi. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Vous pouvez, donc pour les participants qui assistent à la conférence, vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses, donc le Q&A qui est dans le bas de l'écran. Si vous nous écoutez sur Zoom, il est aussi possible de partager des questions sur la page Facebook du Musée McCord ou d'Héritage Montréal. Donc, nous tenterons bien sûr de répondre au plus grand nombre de questions possibles dans les 15-20 dernières minutes de la séance. Je vais laisser Dinou qui partagera les questions du public. Et donc, je terminerai simplement en disant que la conférence va se passer en français, mais les questions peuvent être posées en français ou en anglais dans le chat. Donc, please note that today's presentation will be in French, but you're invited to participate in the question period in both languages, French or English, through the Q&A function of the Zoom or on the Facebook pages of McCord Museum and Héritage Montréal. Alors, maintenant, c'est à Dinou Mbarou de prendre la parole. Bonne conférence. Merci, Maria-Louisa. Bonjour tout le monde. Et puisqu'on est encore en janvier, bonne année, un bon début d'année. On espère que ce sera une année de santé et de succès, mais aussi du retour d'une certaine sérénité pour profiter des deux premiers.
Alors, on a choisi avec le McCord ce deuxième sujet un peu actuel. Le dernier, rappelez-vous, à l'automne dernier, on se posait des questions sur la mobilité durable et les choix qui existent entre des vertus et ces batailles de vertus, la qualité de l'aménagement urbain, puis l'installation de nouvelles infrastructures. C'est un défi auquel on a à faire face, pas juste à Montréal ou dans la région, mais à travers le monde. Et la question de la densification est aussi un sujet qu'on a choisi. Et je vois que c'est un sujet qui a beaucoup de résonance auprès du public. Là, on est plusieurs centaines en ligne et on vous salue. On n'aurait jamais pu avoir ça dans les murs du McCord, même avec son agrandissement projeté. Et on le souhaite. En tous les cas, c'est un sujet sur lequel peut-être il faudra revenir, là, parce qu'une heure et quart, c'est un petit peu court, mais on a avec nous des personnes qui pourront nous éclairer là-dessus. Je voudrais peut-être rappeler, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, au risque d'avoir l'air de la Ligue du Vieux Poil. Là, je me rappellerai mon ancien directeur, Mark London, à Héritage Montréal, celui qui m'a engagé il y a quelques années, travaillait sur le mémoire d'Héritage Montréal pour le schéma d'aménagement de la communauté urbaine de Montréal et la thématique était une consolidation, les quartiers existants, comment est-ce qu'on leur redonne vie. C'était un débat qui était présent, peut-être avec des mots un peu différents, mais qui était présent à une certaine époque. Et évidemment, on voulait à tout prix éviter la prolifération des modèles de ce qui s'est produit autour du métro Guy au centre-ville. Qui était d'actualité à l'époque, puisqu'on parle de choses dans les années 70. Mais c'est un vocabulaire qui revient aujourd'hui et peut-être rappeler 2-3 jalons. Demain, par exemple, le Sommet québécois sur l'aménagement du territoire, qui est une démarche d'organisme pour encourager le gouvernement du Québec à faire preuve de courage en matière d'aménagement, en vue d'une politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire que le premier ministre a promis et qui devrait être adoptée ce printemps. Donc, on est dans une époque où il y a des choses qui pourraient se passer, qui pourraient bénéficier de nos éclairages, nos échanges d'aujourd'hui et la suite, mais également peut-être se rappeler que par rapport à ce qui se discutait dans les années 80-90 en termes de densification, qui était vu quand même comme une piste utile à la lutte contre l'étalement urbain, qui est un autre problème, aujourd'hui, on a une préoccupation plus large pour le paysage urbain. Par exemple, en 2011, l'UNESCO a adopté une recommandation sur le thème du paysage urbain. C'est juste pour rappeler ça. La question est aussi présente dans les discussions au niveau des Nations unies, les objectifs des Nations unies sur le développement durable. L'objectif 11, rappelez-vous de ce chiffre très important, c'est le seul qui parle de patrimoine, mais c'est celui qui porte sur l'avenir des villes et des communautés. Et on y parle de ces lieux comme des lieux qui ont une personnalité. Il y a quelques années, le professeur Schonauer de l'Université McGill, un prédécesseur de Richard qui est avec nous, mais qui était à l'école d'architecture, lui plutôt, professeur Schonauer, nous avait convié à une réunion qu'il organisait à McGill avec des hauts responsables chinois pour traiter de densification. Et ce qu'on a présenté, c'est essentiellement le modèle des quartiers montréalais, où il y avait une densification, une densité qui était assez optimale compte tenu de l'échelle qui vient. Enfin, vous voyez toutes sortes de considérations qui peuvent rentrer dans cette discussion. Les shoebox, on les agrandit, les mezzanines, on voit ça à toutes sortes d'échelles, mais on voudrait peut-être, à travers l'échange qu'on aura aujourd'hui, ouvrir sur des regards qui sont ceux de la forme de la ville. Les Amis de la montagne nous rappellent que la montagne à Montréal, c'est un élément visible et comment est-ce qu'on... Et surtout, est-ce qu'on parle de densité, est-ce qu'on parle de hauteur, est-ce qu'on parle des deux? Richard également a des réflexions. Et Laurence, il ne faut pas oublier le milieu qui produit les bâtiments et qui a une vision aussi de ce que c'est. Alors, je n'oublierai pas, comme je l'ai fait lors de l'échange sur le façadisme, qui était le dernier échange avant la fermeture du Québec, le 11 mars 2020. Et sur le façadisme, j'ai oublié de mentionner qu'Héritage Montréal avait adopté une résolution. On en a adopté une sur la question de la densification
pour encourager des échanges, pour avoir des définitions opérationnelles qui tiennent compte de la personnalité de la ville. Mais ça, ce serait comme si j'étais un intervenant. Alors, sans plus tarder, on va passer la parole à Marie-Odile Trépanier, du point de vue des Amis de la Montagne, qui sera suivie de Richard et de Laurence Vincent. Et après ça, on ouvrira la discussion. Merci. Merci Dino. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est vrai que dans les années antérieures, on parlait de consolidation de la ville, on parlait de la ville compacte, de reconstruire la ville sur elle-même. Donc, ça suppose la densification et j'ai toujours été d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, il faut se poser des questions un peu plus finement. Où densifier? Comment densifier? On réfléchit sur le comment, on réfléchit sur l'échelle humaine, on pose la question par rapport à la mixité des usages, l'importance de l'animation favorisée par la densification. Mais il faut aussi réfléchir sur la localisation. Quels sont les lieux propices ou non à la densification? Et puis, il y a différentes manières d'intervenir, de faire de la densification, selon qu'on envisage un nouveau quartier sur un grand site vacant, selon qu'on voit la transformation d'un milieu déstructuré, ou bien encore une insertion en milieu urbain établi qui doit être plus douce. Le cœur de Montréal, Dino le disait, est déjà très dense et possède des quartiers très typés. Est-ce vraiment là où il faut densifier? Et aussi, il faut tenir compte des enjeux de préservation du patrimoine bâti et du patrimoine naturel. Il faut respecter le paysage, comme disait Dino. Le Mont-Royal. Donc, je représente les Amis de la Montagne. Le Mont-Royal, c'est un repère à ne pas perdre de vue. Un site qui demande des précautions. Mont-Royal, un repère, un phare, un lieu de ressourcement, un emblème identitaire pour les Montréalais, autant de l'île, mais aussi de la région, parce qu'on voit le Mont-Royal de très loin. Alors, je réfère ici à la montagne comme massif dans son ensemble. En effet, le Mont-Royal, c'est pas simplement un parc, c'est plus largement un massif sur lequel sont établies de grandes institutions comme les universités McGill de Montréal, comme l'Oratoire Saint-Joseph, les cimetières, les hôpitaux, des collèges, des communautés religieuses et aussi des résidences prestigieuses. Alors, c'est pas pour rien qu'on a adopté on a désigné le Mont-Royal site patrimonial, ça englobe tout ça. Et pour plus de précautions, on a adopté dans le site patrimonial le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal. Et dans ce plan, on a développé le concept de capacité limite. C'est un concept intéressant, justement, qui pose la question paysagère. La capacité limite, ça implique sur les pourtours et dans le site patrimonial de ne pas densifier, c'est-à-dire limiter les ajouts, limiter les agrandissements, limiter les nouvelles constructions. Par exemple, le plan du campus de montagne de l'Université de Montréal limite beaucoup les nouvelles constructions, même s'il y a encore des débats possibles. La capacité limite, c'est aussi conserver les éléments naturels, les bois, les falaises, les rochers, les ruisseaux, les milieux humides. C'est aussi préserver, restaurer, mettre en valeur les aménagements patrimoniaux, bâtis et paysagers, par exemple les jardins, les parvis, les entrées, et dégager des bancs tampons. C'est aussi assurer, en somme, la perméabilité montagne-ville. Par exemple, via des corridors verts, via des promenades urbaines, des accès à la montagne et au fleuve. Bref, c'est
conserver la couverture végétale d'ensemble, respecter les structures paysagères et la silhouette de la ville. Alors, la présence de la montagne, c'est le deuxième point que je vais aborder, la présence de la montagne a aussi façonné les quartiers périphériques. Pas par hasard, hein? Le plateau Mont-Royal, Outremont, Westmount et même Côte-des-Neiges doivent leur nom, leur forme, leur prestige à la montagne. Alors, densifier au sein d'un milieu déjà construit demande de la vigilance et des analyses fines du tissu existant. Dans ces quartiers autour de la montagne, il y a une identité, des valeurs, une authenticité à préserver. Respecter le patrimoine bâti, c'est important, mais aussi ça veut dire respecter l'implantation, le gabarit traditionnel, par exemple le plateau Mont-Royal. Alors, le plateau Mont-Royal, on le dit souvent, c'est un modèle de densité. C'est une densité exemplaire. Alors, est-ce qu'il faut en rajouter? Mais là, il faut y aller très doucement. Mais finalement, l'aspect le plus délicat et difficile à appliquer est sans doute la question de la protection des vues vers la montagne, entre la montagne et le fleuve, en relation avec le développement du centre-ville. Alors, le débat est encore important, mais ça fait déjà un bon bout de temps qu'on en parle. Et dès la fin des années 60, la ville a pris conscience qu'il fallait mettre en place des meilleurs outils d'encadrement, des outils de connaissance. Alors, à part le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, on a développé le concept des 2 massifs dans les plans, les règlements d'urbanisme. On a plafonné les hauteurs au niveau de la montagne. On a adopté un atlas des paysages. On a identifié plus d'une centaine de vues dans les plans. Et on a calculé les cotes altimétriques par rapport à ces vues. On a une carte des hauteurs, on a des principes de design. Mais malgré tout, on peut faire certains constats. Le massif du centre-ville s'épaissit et s'élargit vers l'ouest comme vers l'est. Le fleuve devient de moins en moins perceptible. Plusieurs vues sont difficilement protégées ou même abandonnées. Et il y a d'autres enjeux qui sont en train d'apparaître, les montérégiennes, les ponts, par exemple, de Condiaronde, est-ce qu'on va continuer à voir les ponts? Alors, par rapport à ça, j'ai quelques questions et quelques pistes pour aller plus loin. Alors, la première question, le massif du centre-ville est-il en train de devenir une muraille entre le fleuve et la montagne? Il faut réfléchir à l'effet cumulatif de toutes ces constructions et peut-être revoir nos outils. Peut-on mieux préserver les fenêtres sur le fleuve? Comment assurer plus de perméabilité, de porosité du tissu urbain du centre-ville? Comment mieux encadrer, peut-être même limiter les tours au centre-ville? Le processus de décision est-il adéquat? Ne devrait-il pas y avoir consultation publique systématique sur tous les projets de tours au centre-ville? Les vues identifiées au plan d'urbanisme, les cotes altimétriques sont-elles suffisamment prises en compte dans les projets? Les promoteurs privés sont-ils au courant? Ont-ils été bien informés? Est-ce qu'on a des outils d'information pour eux? Est-ce qu'on en fait suffisamment pour moduler les formes avec des basilaires, des dégradés, des lots, des formes perpendiculaires au fleuve, etc.? Et une petite question que je vous lance comme ça, est-ce qu'on peut contingenter les constructions, par exemple, avec des distances séparatrices entre elles, ce qui permettrait justement la porosité du tissu? Peut-on, et c'est ma dernière question, peut-on préserver aussi un lien visuel entre le Mont-Royal et les Montérégiennes?
Parce qu'on commence à voir qu'il y a des tours qui émergent et qui risquent de faire perdre de vue les Montérégiens. Alors finalement, ma conclusion, le Mont-Royal, c'est un élément fondateur, un repère visuel et identitaire à ne jamais perdre de vue. Merci. Merci, Marie-Odile. C'est tout un plan de travail. Je pense qu'il y a des gens du service d'urbanisme qui seraient sans doute intéressés parce que bientôt, on attend impatiemment la mise à jour du plan d'urbanisme de Montréal. On a eu le plan de 1992. Là, André Laveille, je crois, est parmi nous, qui est un des grands auteurs de ce plan avec toute une équipe. C'est un peu à cette époque-là que le massif, l'idée des deux montagnes, le massif du centre-ville puis le massif du Mont-Royal ont été articulés dans la réglementation. Peut-être que 30 ans après, on pourra regarder ça avec un œil critique. C'est un œil critique qui nous permet de garder la vue. C'est ça qu'on comprend de ton message. Merci, Marie-Odile. Richard Chermur, un géographe économique. Mais bonjour, également réel. Voilà, merci de m'avoir invité. Alors, le sujet est vaste et complexe, donc je vais l'aborder de manière un peu différente, mais évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que la première chose, c'est de se demander que mesure-t-on exactement? Qu'est-ce qu'on veut dire par la densité? Juste au niveau mécanique, est-ce qu'on mesure les unités d'habitation, le nombre d'habitants, les pieds carrés? Est-ce qu'on y inclut aussi les emplois? Enfin bref, déjà la métrique même de la densité donc n'est pas évidente, mais aussi l'échelle à laquelle on la mesure finalement nous renvoie à des choses très différentes. Est-ce qu'on mesure la densité au niveau du site? Donc ça correspond à ce qu'on peut construire dessus. Est-ce que c'est au niveau du quartier? Est-ce que c'est au niveau de l'arrondissement, de la ville? Est-ce qu'on regarde la densité de la métropole? Los Angeles, au niveau métropolitain, est une ville assez dense, même si évidemment chaque quartier est étalé. Lorsqu'on en vient à regarder la densité, est-ce que, par exemple, lorsqu'on regarde la densité du centre-ville, est-ce que le Mont-Royal est inclus ou est-ce qu'on exclut lorsqu'on regarde le quartier du centre-ville? Ça peut faire passer du simple au double la densité. Et je pense, les gares de triage aussi, c'est toujours un problème lorsque je me mets à essayer de calculer les densités. Bref, il n'y a pas la densité, il y a des densités et chaque densité renvoie à des choses différentes. Et je pense que si on veut en discuter, au moins au niveau de l'urbanisme, il faut essayer de comprendre ces différentes approches et échelles de la densité. Mais on peut parler de densité et vous êtes tous familiers sans doute avec le lien ou le manque de lien, je devrais dire, entre densité et forme urbaine. À densité égale, on peut avoir des formes urbaines multiples. On peut avoir donc une grande tour entourée de plein de parkings. On peut avoir une série de bâtiments de 3 ou 4 étages avec des petits parcs ou espaces, ou on peut avoir des maisons de ville et duplex du type du plateau. Donc il y a donc toute une diversité de formes urbaines qui peuvent accompagner une densité donnée. Donc là encore, parler de la densité, c'est à la fois comprendre la métrique, mais c'est aussi comprendre de quelle forme urbaine on parle. Et la forme urbaine dépend du quartier. La densité du plateau est peut-être optimale pour le plateau, mais si on essaye de reproduire la forme urbaine du plateau dans le centre-ville de Montréal pour remplir les dents creuses, ça va pas marcher parce que les quartiers sont différents. Donc oui, il y a des formes urbaines que l'on préfère ou que l'on préfère pas, mais chaque forme a sa place et ne sont pas nécessairement transposables. Et je pense que ça, c'est un danger que de dire il faudrait que un endroit à Montréal soit comme un autre. Ben non, les endroits sont différents et puis il faut, à mon avis, respecter les différences. De la même manière, des grands édifices en hauteur au centre du plateau ne sont peut-être pas appropriés. De la même manière, des duplex de 3 étages en plein centre-ville ne sont peut-être pas appropriés non plus. Et là, on parle des quartiers centraux. Mais si on parle de la densité de la ville de Montréal, voire même de la métropole, il faut parler aussi de la densité ailleurs. En grande banlieue, il y a aussi des choix à faire. Donc, on peut vouloir densité autour des TOD, ça c'est des quartiers autour des gares, mais est-ce qu'il y a un marché pour ce type de densité? Souvent, les gens vont vivre en banlieue parce qu'ils veulent plus d'espace, ils veulent des jardins, et donc penser qu'on va densifier, c'est peut-être une bonne idée, mais est-ce que c'est approprié
Donc, est-ce qu'on peut densifier partout dans la ville? C'est une autre question. Alors, vu cet ensemble de questions, je pense que si on parle de densification, que ce soit au centre ou ailleurs, cette densification ou cette réflexion sur densification ne peut que se faire dans un contexte de plan d'ensemble de l'échelle régionale. À l'échelle régionale, si on veut densifier, c'est sans doute en partie pour éviter l'étalement urbain. Donc, il pose des problèmes environnementaux, il pose des problèmes d'infrastructure et autres. Mais si on veut éviter l'étalement urbain, il faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que cet étalement s'effectue? Parce que si tout le monde voulait vivre dans des quartiers centraux, eh bien, la densification se ferait peut-être de manière plus automatique. Il y a l'étalement, parce qu'il y a une demande pour des plus grandes demeures, plus familiales en banlieue. Il y a aussi donc une demande, parce que pas tout le monde n'aime la densité. Entre urbanistes, on peut aimer la densité, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et il y a aussi donc la question des prix. Souvent, densité rime avec prix, c'est-à-dire pour ça souvent qu'on construit en hauteur parce qu'il y a une forte demande. Et donc, il y a toutes ces choses auxquelles il faut réfléchir. Et ça doit se faire à l'échelle d'un plan. Il s'agit donc, pour commencer à densifier à l'échelle de la métropole, d'éviter de la construction hors périmètre urbain, et ensuite de réfléchir aux formes urbaines qui seront acceptables par la population. C'est pas aux urbanistes de décider, c'est quand même de voir ce que les gens veulent, où est-ce qu'ils veulent vivre au sein de ce périmètre. Il faut qu'on définisse un périmètre et voir comment on peut densifier au sein de ce périmètre. Mais aussi, il y a des besoins sociétaux. Il faut qu'on essaye de rentabiliser les grandes infrastructures, donc le métro, le REM, mais aussi les infrastructures souterraines. On ne peut pas construire à perpétuité des nouvelles infrastructures. Et donc, la densité, ça aide aussi à rendre la ville plus efficace dans ce sens-là. Et donc tout ça, il faut donc un cadre régional qui permette de voir où et comment on peut densifier en tenant compte de la complexité donc de la notion même de densité. Donc pour en finir, j'en arriverai à la question des tours du centre-ville. Alors, moi, personnellement, je suis pas contre les tours au centre-ville. Je pense que la densité fait vivre un centre-ville. Vous voyez la photo de Canberra, eh bien, le centre, c'est le centre le plus morne que je connaisse. C'est un centre qui est à très faible densité, donc on peut y faire plein de vélos, mais c'est après tout ce qu'on peut y faire. Et sinon, il faut qu'on se promène en voiture, en gros. C'est une ville vraiment très peu dense, avec un centre très peu dense, mais franchement désagréable. Je le contraste à Séoul, ville hyper dense, où même dans les petits quartiers résidentiels, et j'ai eu la chance d'être là 2 semaines avec mon Brompton, donc j'ai fait plein de vélos dans les quartiers de Séoul. C'est une ville où il y a toujours de l'animation, même dans les petits quartiers, parce que c'est une ville dense, et en plein centre, eh bien c'est une ville de tours. On voit aussi quand même qu'il y a des montagnes, on peut vite s'en échapper. D'ailleurs, c'est très difficile à monter à vélo, je dois vous dire. Donc il y a des montagnes et on peut avoir des villes hyper denses avec des quartiers très très animés. Et aussi donc avoir des montagnes autour, et c'est cette densité qui fait vivre le cœur de Séoul 24 heures sur 24. Je dirais aussi que la montagne est importante pour Montréal, mais ce n'est pas ça qui fait Montréal. Il y a des montagnes à Bromont, à Magog, dans les Laurentides. Ce qui fait Montréal, c'est la jonction entre les tours du centre, qui est vraiment sont la signature visuelle du centre, et la montagne. Ça ne peut pas être que la montagne. C'est quand même le fait qu'il y ait des tours, qu'il y ait un vrai centre à côté d'une montagne. Les deux doivent coexister, et ce n'est pas et on peut pas tout mettre pour protéger l'un sans comprendre que les deux se mettent en valeur mutuellement. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Oui, je suis pas contre les tours, mais on peut pas faire n'importe comment, c'est évident. Ça peut pas être le Far West. Il faut s'assurer que si on densifie le centre, que ces tours soient habitées, que ces tours fassent vivre le centre. C'est pas la peine d'avoir des tours vides, des tours de Airbnb, des tours qui deviennent des résidences secondaires pour des habitants de la Floride. Il faut que ce soit des tours habités qui font vivre le centre. Il faut réfléchir au parking. On peut pas, les normes si on vit au centre, c'est qu'on n'a pas besoin de voiture, donc on peut pas à la fois avoir des tours et des parkings. Il faut faire des choix là-dessus. Il faut évidemment réfléchir au design urbain. Je pense qu'il y a effectivement des lignes de vue importantes. Donc il y a plein de choses à réfléchir. Mais je ne pars pas moi d'une position, et je pense que personne de nous le fait évidemment, mais
moi, j'ai un a priori pour une densification du cœur de la ville, mais en faisant très attention. Et puis, c'est là où le bas blesse, parce qu'il y a plein de discussions à avoir là-dessus. Merci Richard, parce qu'on est justement là pour avoir quelques discussions, mais on a peu de temps, mais je pense qu'on va se reprendre. Deux choses. Un, cadre régional, c'est aujourd'hui, je crois, l'anniversaire d'un ancien ministre des Affaires municipales du Québec qui a formé en 92, je crois, un groupe de travail sur Montréal et sa région, qui avait notamment comme sujet, je pense Marie-Odile en était membre d'ailleurs, où il a contribué, d'avoir une vision plus régionale des facteurs qui pouvaient notamment comprendre la densification, puis la fiscalité, tout ça. Alors, c'était Claude Ryan. Et l'autre chose, à Séoul, la montagne est en partie sacrée. Ce qui fait que la relation qu'ils ont à cause du Feng Shui, la géographie de la ville est aussi habitée par une géographie culturelle et voire spirituelle. Mais ça ne les a pas empêchés de construire n'importe quoi par endroit. Il faut dire qu'une guerre, ça fait de la place aussi, quand on parlait de reconstruire la ville. Mais Laurence, c'est pas sur une base d'une dévastation militaire que vous élaborez vos projets, fort heureusement. Alors, Laurence Vincent, merci. Oui, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de densité parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Puis en général, on est assez frileux d'en discuter. Donc, je suis bien contente qu'on saisisse l'opportunité aujourd'hui. On semble assez consensuel là, de dire que la densité est une bonne chose, mais il n'y a pas si longtemps que je sois en privé ou en public, il n'y avait pas tant de gens que ça qui étaient prêts à dire que c'était positif d'utiliser le mot densité. J'ai l'impression que les temps changent, qu'on commence à avoir plus de nuances. Puis comme le dit Marie-Odile, la question à se poser, c'est pas s'il faut densifier, mais comment bien densifier. Dans les faits, que vous soyez pour ou contre, l'important, c'est de permettre le débat puis de mettre les visions sur la table, de parler des peurs, des appréhensions face à la densité, puis de comprendre les enjeux, puis de trouver les solutions collectivement. Parce que il faut que la densité devienne sociétalement acceptable. C'est probablement là tout l'enjeu. Donc, ça vaut la peine, même si on a l'air de tous prêcher pour la même cause, mais de se remettre peut-être les raisons pourquoi la densification est tellement importante. Et puis, il faut aussi se rappeler que les villes sont des créatures vivantes, puis que si on veut que Montréal continue de s'épanouir, de se diversifier, de rayonner, on peut pas avoir une mentalité de statu quo. Donc, il faut essayer de comprendre comment on voudrait avoir une croissance prudente à viser de notre démographie, parce qu'on sait que c'est souhaitable pour la vie économique et sociale de notre ville. Puis, évidemment, cette croissance-là va amener une augmentation puis un besoin grandissant en habitation. Donc, la question fondamentale sur laquelle il faut pas oublier de réfléchir, c'est si la population continue à augmenter, si par exemple, on se dit, les chiffres varient selon les statistiques, mais s'il y avait 300 quelques mille nouveaux ménages qui sont attendus dans les 10 prochaines années dans la grande région métropolitaine, où est-ce qu'on veut mettre ces gens-là? En tant que société, en tant que ville, comment est-ce qu'on veut planifier notre développement? Parce que, vous l'avez tous dit, là, mais l'antithèse de la densification, c'est l'étalement urbain. Puis l'étalement urbain, c'est toujours là, de plus en plus loin, surtout le jour où il y a des gens qui s'imaginent qu'on n'a plus du tout besoin de venir en présence physique dans un bureau. Donc, on peut s'installer à peu près n'importe où. Mais empêcher une densité intelligente sur l'île, c'est renvoyer un nombre important de ces gens-là dans les couronnes nord, dans les couronnes sud et éventuellement là, en campagne. Des gens qui, généralement travaillent dans la métropole, on a su, par le passé, on parlait beaucoup de l'impact du trafic, l'impact autant monétairement, là, parce qu'en 2019, on évaluait à 4 milliards de dollars annuellement l'impact du trafic sur la société, mais aussi sur la qualité de vie, puis principalement, puis c'est probablement le plus grand enjeu d'un point de vue environnemental. C'est sûr que, la pandémie, le télétravail, tout ça vient changer la donne. Peut-être qu'il va y avoir moins de gens qui vont transiter vers le centre-ville, mais même ça, je me dis à moyen puis long terme, peut-être que ça va redevenir là, sensiblement ce qu'on a connu.
mais même si on parle même pas du travail, on peut pas se battre contre le fait qu'un résident en banlieue va toujours avoir une plus grande dépendance à la voiture, puis va avoir beaucoup plus de difficultés à adopter un mode de vie actif. Donc, la densification, au contraire, favorise la vie de quartier, la possibilité de vivre à pied, sans voiture. Elle favorise l'émergence de commerces de proximité, la possibilité de créer des petites habitudes en s'appropriant les rues commerçantes. Mais pour faire vivre ces petits commerces-là, justement, pour que la vie piétonne soit vivante puis agréable, pour que les rues commerçantes soient attrayantes, il faut inévitablement qu'il y ait une masse critique de gens. Donc, c'est cette discussion-là qu'il faut avoir. Puis j'aimais beaucoup ce que Richard disait au niveau de la bonne utilisation de quelles métriques dans les faits, parce que la conversation, c'est autour des humains qui souhaitent habiter une ville plutôt que uniquement sur une conversation sur la volumétrie des tours qui effraie puis qui rebute en général. Parce qu'il faut être honnête, là, la densité, c'est un mot et un concept qui fait peur. Puis je peux le comprendre parce que c'est le changement que ça amène dans un quartier où les gens habitent déjà, où ils sont bien, donc ils veulent pas voir arriver ce changement-là pour des Montréalais qui seraient pas encore là. Surtout la densité en hauteur qui amène une grande opposition dans les quartiers déjà existants. Donc, c'est un aspect qu'on ne peut pas négliger, puis il va toujours falloir prendre en considération. Mais je dois avouer que là où je suis surprise, c'est régulièrement quand on se met à réfléchir notre ville, quand on pense aux bien-pensants de notre ville, ils sont plusieurs à se positionner pour le développement durable, mais contre davantage de développement résidentiel. Contre l'étalement urbain, mais pour le statu quo de notre ville. Le moins de changements, le moins de hauteur, le moins de densité, le moins de nouveaux développements. Ce qu'il faut se rappeler, puis c'est peut-être l'essentiel, là, ça sert à rien de construire des bâtiments LEED, ça sert à rien de faire un plan climat si c'est pour construire des 6 étages en plein centre-ville ou à proximité des bouches de métro. Donc, le projet immobilier le moins écologique en ville va toujours avoir une moins grande empreinte environnementale que le projet le plus exemplaire en banlieue. Pas juste le bâtiment lui-même, mais ce que l'ensemble des gens qui vont l'habiter vont générer comme impact environnemental. Donc, je repose ma question. Où est-ce qu'on veut que ces 300 quelques mille nouveaux ménages dans les 10 prochaines années s'établissent? Puis moi, je peux répondre personnellement, pour ma ville, ce que je souhaite, c'est qu'on développe des milieux de vie complexes, mixtes, dense, vivant, autour de notre transport en commun, dans nos quartiers centraux, habités, vibrants de monde. Puis je rêve de voir qu'un jour, on va avoir des nouveaux quartiers qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui, puis qui vont donner envie aux gens de vivre en milieu urbain. Parce que c'est ça aussi la question, c'est pas juste de dire aux gens avec un bâton qu'il faut plus qu'ils s'étalent davantage, c'est qu'il faut leur donner envie de choisir l'urbanité. Faut que nos milieux densifiés soient suffisamment attrayants pour qu'ils fassent ce choix-là, non pas par culpabilité, mais parce que ça rend la vie plus animée. Donc, c'est quand on amène plus de gens dans une ville qu'on assure le dynamisme d'une métropole, son essor économique, sa vitalité culturelle, son attraction étudiante, son rayonnement touristique, sa vitalité commerçante, puis sa joie de vivre qui est tellement proche à Montréal. Quand on parle d'ADN de Montréal, oui, il y a la volumétrie, mais il y a surtout et fondamentalement qui sont ces habitants, puis ce qu'on est reconnu pour notre joie de vivre. Donc, c'est en marchant dans les rues puis en habitant les quartiers qu'on crée la ville qu'on veut être, qu'on veut développer, puis aussi qu'on la rend plus sécuritaire. C'est quand il y a une masse critique suffisamment grande qu'on peut justifier aussi les investissements nécessaires aux services pour avoir plus d'infrastructures, plus de transports en commun, pour qu'on ait davantage d'animation culturelle, plus de services aux citoyens, plus d'écoles, plus de centres communautaires. C'est en augmentation l'offre en habitation à la hauteur de la demande qu'on contribue, on va dire, à éviter la poursuite des flambées des prix parce qu'on
On ne peut pas s'imaginer que c'est juste en mettant de l'offre que les prix vont baisser, mais en ne mettant pas suffisamment d'offres, c'est sûr qu'on n'aide pas au fait que ça continue d'augmenter de façon assez soutenue. Je vais donc me permettre de dire que quand on densifie, ben, on partage un petit bout de Montréal. On la démocratise un petit peu, puis on la rend accessible à un plus grand nombre. On favorise la mixité et la diversité au bénéfice de toutes les classes sociales. Et en plus, depuis très récemment, chaque fois qu'on densifie, ben, ça veut aussi dire plus de logements sociaux. Il faut prendre tous ces éléments-là en considération parce que la densité, c'est à mon avis une réponse positive à une multitude d'enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Bon, une fois qu'on a démontré tous ces avantages, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais est-ce que toutes les appréhensions disparaissent? Est-ce que l'ensemble des Montréalais deviennent soudainement favorables à la densité, puis à la densité qui permet la hauteur? Moi, je suis nature optimiste, là, mais peut-être pas à ce point-là. Fait que c'est pour ça que c'est super important. Il faut expliquer la densité, il faut parler intelligemment de cette densité-là, puis réfléchir comment on est capable de la mettre en harmonie avec la trame urbaine, parce qu'on est capable de vivre à échelle humaine, même s'il y a un petit peu plus d'étages au-dessus de nos têtes. Il faut être en contact avec une architecture puis un design qui s'intègre à la trame urbaine existante puis qui s'apparente à ce qu'on aime puis à ce qu'on connaît déjà de Montréal. Par exemple, la volumétrie à 3 étages, les escaliers en colimaçon, l'interaction avec les trottoirs puis les accès directement au logement à partir de la rue. Il faut aussi développer de manière à ce que les superficies des commerces soient le plus petites possible pour que l'expérience piétonne en soit une de proximité, qu'elle soit divertissante, variée quand on marche pour qu'on puisse... en fait, c'est la monotonie qui nous fait relever la tête puis peut-être sentir davantage s'il y a des étages supplémentaires. Pour pouvoir faire vivre une vie de quartier avec des vitrines et des commerçants différents plutôt que d'être en contact avec un seul bloc monolithique. Si on veut densifier en hauteur, il est possible de positionner des tours en retrait pour que l'emphase soit davantage mis sur le lien entre la rue, le trottoir, puis une première volumétrie à faible densité, ce qui permet d'avoir une meilleure impression, une meilleure atmosphère à partir de la rue. La hauteur, en fait, a beaucoup d'avantages, même si à première vue, elle en rebute plus d'un. Mais si on fait l'exercice, puis Richard en parlait un peu, si sur un projet en particulier, on permet une densité non négligeable, mais qu'on limite le développement à 8 étages, par exemple, les bâtiments construits vont occuper presque tout l'espace du site. Mais si on permet plus de hauteur, bien, ça va permettre de dégager les espaces au sol, de créer des espaces verts, des espaces publics qui peuvent avoir une superficie considérable, puis qui vont devenir un gain pour l'ensemble des Montréalais parce qu'une partie de l'acceptabilité sociale, de la densité puis de la hauteur passe par la qualité des espaces publics. Donc, en dégageant les espaces au sol, en les transformant en espaces verts, non seulement on pose un geste de développement durable important parce que la végétalisation, c'est pas juste cosmétique, mais on permet aussi de préserver l'ensoleillement au sol. Donc, c'est en élevant nos bâtiments qu'on libère l'espace au sol, qu'on protège l'ensoleillement, puis qu'on préserve les percées visuelles importantes, que ce soit sur l'eau, la montagne ou même sur le pont, pour être sûr de faire plaisir à Mariette. C'est vrai que par le passé, la densité n'a pas toujours été un succès, puis oui, il y a des réalisations malheureuses à Montréal, puis dans d'autres villes. Il y a eu des bâtiments en hauteur qui ont complètement déshumanisé, puis qui ont eu un impact catastrophique pour l'expérience piétonne. Juste chez nous, là, on peut penser à des bâtiments comme l'UQAM, la place Bonaventure, la Cité sur Parc, puis même en général, l'expérience piétonne sur certains tronçons de la René Lévesque n'est pas tellement agréable. Mais c'est ça que ça donne, des gros basilaires, pas de fenêtres, pas d'animation. Pour les marcheurs, c'est très monotone. Mais il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, là, parce qu'il y a aussi des exemples exceptionnels qui méritent qu'on s'y attarde puis qu'on s'en inspire. On peut penser à la place de Ville-Marie, surtout avec ce qui est en voie qu'on va pouvoir s'approprier sous peu, là, quand le centre-ville va réouvrir davantage. Mais il y a le Square Victoria, McGill College. Puis bon, peut-être qu'un jour, on pourra nommer Esplanade Cartier, notre nouveau projet, puis Sponge à Cartier, qui, je l'espère, va être un exemple de densité réussie.
Il faut qu'on mette comme société, comme acteur du développement urbain, beaucoup plus d'énergie à imaginer puis à développer nos villes ensemble. Je suis convaincue qu'on a le talent et la créativité pour le faire, là, que ce soit dans la ville, que ce soit au niveau du privé, au niveau du public, au niveau des universitaires. Il faut avoir cette conversation-là puis la mettre centrale. Fait que voilà, je pourrais continuer là encore et encore. Puis je vous propose pas qu'on devienne Toronto ou Vancouver. Je veux pas qu'on imagine notre ville avec des tours partout. Il y a des endroits pour mettre des tours, puis il y a des endroits pour pas en mettre. Je pense que ça va de soi. Il y a des ADN, exactement comme le disait Richard, des ADN très particuliers aux différents quartiers. Je veux juste attirer l'attention sur le fait qu'il reste à Montréal encore beaucoup d'endroits où il est possible de développer avec sensibilité des projets denses. Il faut, chaque fois que c'est possible, saisir l'occasion de créer davantage d'habitations parce qu'il faut faire de la place pour accueillir plus de Montréalais. Il faut départager l'approche selon le contexte. C'est probablement là où, quand on essaie d'uniformiser puis d'avoir tout le même discours, c'est là qu'on effraie le plus, mais ça prend de l'innovation puis de la vision pour les nouveaux quartiers qui n'existent pas encore. Ça prend de l'audace puis une compréhension du cadre bâti pour les milieux déstructurés qui ont besoin d'amour. Ça prend beaucoup, beaucoup de doigté et de sensibilité pour les quartiers déjà bien établis. Je pense qu'il est essentiel qu'on explique davantage la densité, qu'on la discute, qu'on la débatte avec le plus de gens possible, puis idéalement, là, pas dans le cadre d'une campagne électorale, parce que le plus grand enjeu auquel fait face notre désir de densité, si jamais aujourd'hui j'ai réussi à le faire naître en vous, c'est un enjeu d'acceptabilité sociale. Donc, la question, selon moi, c'est pas s'il faut densifier, mais plutôt comment faire accepter cette densité-là par les citoyens directement concernés par les nouveaux développements. Comment éviter le pas dans ma cour? Parce que ce que Richard disait tantôt, là, c'est... Essayons de conclure ton point, comme ça on va ouvrir un petit peu la discussion, Laurence. Oui, d'accord. Donc, je pense que OK. Je termine. Donne-moi juste une minute. Moi, je te donne... Non, je te dirais, j'ai une question pour... tu dis convaincre sur la densité. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, tu as évoqué Toronto. À Toronto, il y avait une école de pensée qui était basée, non pas sur la densification, malgré ce qu'on pense, mais sur l'intensification. Est-ce que c'est pas ça dont on parle davantage que de densité, augmenter le volume sur la vie urbaine plutôt que le volume d'étages? Pour moi, c'est du marketing. C'est là, intensifier, densifier, ça veut dire amener plus de monde dans la ville. Fait qu'on peut le rendre plus cute, on peut essayer de faire moins peur, mais pour moi, ce que fondamentalement on veut, c'est qu'il y ait plus de gens qui habitent notre ville, qui fassent, là, c'est très personnel, mais les bons choix d'habiter dans les quartiers, dans des quartiers où, dans le fond, tout peut se faire à pied. C'est un peu le rêve ultime. Mais c'est qu'il faut inévitablement les mettre quelque part. Là, ça prend des habitations. Mais avant de tomber sur la conversation, juste terminer, juste sur une toute petite minute, parce que justement, c'est exactement ça. Comment donner envie aux gens de s'élever dans leur vision de la ville plutôt que de se concentrer sur leur intérêt individuel? Comment mettre le bien commun de l'avant? L'environnement, le dynamisme de notre ville, plutôt que de choisir le statu quo. Parce que pour les gens qui sont là, ça va toujours être plus avantageux, le statu quo. C'est pas eux qui sont pénalisés du fait de ne pas avoir de statu quo. Donc, il faut avoir l'audace d'imaginer aujourd'hui ce qu'on veut que Montréal devienne demain. Parce que ce qu'on bâtit aujourd'hui, ça va être partie intégrante du paysage urbain pour les 50, 100, 150 prochaines années. Donc, il faut le faire avec diligence, mais avec ouverture. Oui, il faut co-créer les citoyens, il faut qu'on échange, qu'on discute, mais à la fin de la journée, il faut se donner les outils en tant que ville pour avoir les moyens de nos ambitions, pour réaliser des projets qu'on considère exemplaires, qui desservent la collectivité, même s'ils dérangent un peu. Puis il faut qu'on trouve ensemble une façon de rêver notre ville, de développer une façon de la développer d'une façon qui nous ressemble, puis dont on va être fiers, mais qui va être accueillante pour les centaines de milliers de Montréalais qui sont à venir. Donc voilà, OK. Mais ils ne peuvent pas tous être sur le plateau, ces centaines de milliers de Montréalais. On s'entend là-dessus. Il y a peut-être une notion une vision montréalaise
d'aire métropolitaine. Peut-être que mais même à Montréal, il reste tellement d'espace à développer, puis même dans les quartiers. On parle de l'Est de Montréal, par exemple. C'est un immense territoire avec beaucoup de potentiel. Mais même sur le plateau d'Inou, il y a encore du potentiel. Oui, je sais. Écoute, moi, on reçoit beaucoup de questions et de commentaires. Certains sont des questions, sont des commentaires, des défis. Est-ce qu'on pourrait parler du fleuve? Parce qu'on a parlé de la montagne. Finalement, il y a des amis de la montagne, mais Montréal étant une île, c'est nécessairement les plans d'eau. Et on a vu, si on se promène sur la rivière des Prairies, à plusieurs endroits, comment il y a eu des époques de construction massive par rapport à des aménagements plus paysagers, plus doux. Donc, il y a la question de la qualité des choix, puis tout ça, qui est un peu présente. Et une question ici, peut-être, comment est-ce qu'on distingue, ça a été évoqué, la ville compacte, compacité et densité. Est-ce qu'on a une indice qu'on pourrait peut-être apporter? Là, c'est juste pour... Là, on a réglé le cas de l'intensification avec la réponse de Lance, là. Quoique, moi, je serais prêt à travailler davantage sur une intensification à la montréalaise. Tout à fait. Richard, compacité, intensité, densité? Alors, les deux renvoient, à mon avis, à la même idée, sauf que la compacité, pour moi, c'est quelque chose qui se mesure à l'échelle de la ville dans son ensemble. Une ville est compacte, alors qu'on n'a pas vraiment un quartier compact. C'est-à-dire qu'il y a les temps de déplacement, la distance entre tous les points dans une ville compacte est réduite. Et donc ça entraîne la densité évidemment, mais je dirais que moi je parlais tantôt des différences d'échelle à laquelle on peut mesurer la densité. Oui. Pour moi la compacité c'est à l'échelle de la ville, alors que la densité, eh bien ça peut être à toutes les échelles que j'ai évoquées. OK. Marie-Odile, tu l'as évoqué également, cette idée de la ville compacte, du point de vue... mais si on fait la relation entre ça et les éléments fondateurs du paysage urbain, est-ce qu'il y a un lien à faire entre tout ça? Oui, effectivement. J'ai longtemps prôné la ville compacte, pas tellement la densité, mais la ville compacte. Et je suis toujours d'accord avec ça, comme je suis d'accord avec la plupart des commentaires et des énoncés de mes collègues. Mais il reste que quand on veut prôner la densification, il ne faut jamais oublier que si on veut offrir des infrastructures aux gens, il faut aussi leur offrir des espaces verts. Il faut aussi leur offrir un paysage accueillant. Et des fois, il y a des promoteurs qui oublient ça, qui veulent tellement rentabiliser leur terrain qu'ils oublient que plus on construit, plus aussi il faut des espaces verts, plus il faut que les gens puissent avoir accès à ces espaces verts. Alors, Laurence en a parlé, elle l'a bien dit. Mais je pense qu'il faut le répéter aussi de façon importante. Donc, ça prend, on parle de densité, mais en quelque part, il faut avoir une vision du sol. Là. Moi, finalement, on parle et on s'enligne vers la mise à jour du plan d'urbanisme, on l'espère. Là, le projet de ville avant, là, aller voir ça, on espère que les gens vont s'intéresser à ça et travailler à le réaliser, parce qu'un projet de ville, ça peut être des formules toutes faites qui servent autant pour Vladivostok que pour Houston. Mais est-ce qu'on a une stratégie foncière? Parce qu'autrement, on est beaucoup dans un urbanisme où il y a soit une notion d'offre et de demande, soit aussi l'absence d'un corps public qui investit le territoire. Tu sais, il ne s'agit pas d'avoir des corporations qui font tous les logements pour ces 300 000 futurs ménages, mais quand on a juste un urbanisme qui donne des orientations, mais dans le fond, on sous-traite au secteur privé beaucoup de l'accomplissement des missions de l'État, d'une certaine façon, de la ville. Il me semble que, parce que là, pour l'instant, on a parlé de densité comme si c'était nécessairement que de la construction. Ah oui. Mais
Je peux proposer une idée révolutionnaire. On pourrait facilement c'est une bonne idée. Faisons la révolution. On pourrait facilement densifier Outremont, Ville-Mont-Royal et Westmount en permettant la subdivision de grandes maisons en petits appartements. On pourrait permettre la construction dans les jardins Westmountais, donc de petits édifices d'habitation. Donc, autrement dit, sans vraiment changer du tout l'aspect de la ville, on pourrait énormément densifier autour du centre. Alors oui, les gens de Westmount et d'Outremont ne vont pas vouloir ça, mais on n'est pas obligé de construire en hauteur ou de faire des grands changements pour beaucoup densifier autour de Montréal. Et ça, c'est des questions réglementaires. Donc, ce n'est pas nécessairement que de la construction, c'est de voir ce qu'on a et de dire est-ce que nos réglementations sont correctes ? Est-ce qu'on ne peut pas juste permettre de subdiviser des maisons, d'utiliser les garages, de les convertir en habitation. Enfin bref, il y a pas mal d'autres choses qui ne nécessitent pas nécessairement la construction de tours. Et je pense que ça, on voit ça pas nécessairement à Westmount, mais il y a plusieurs villes où ils regardent cette densification que je dirais intelligente, qui change pas vraiment la morphologie des quartiers, mais qui permet de mettre plus de personnes et plus d'unités dans les volumes et les quartiers existants. C'est un peu cette idée d'avoir plus de monde, c'est un peu le point que tu faisais, Laurence, c'est-à-dire l'animation, ça vient... il y a aussi, on est en train de lire, c'est qu'il y a beaucoup de ces nouvelles constructions, est-ce qu'elles sont habitées? C'était la formule que tu emploies, Richard, c'est tour habité. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne sais pas, là, mais est-ce qu'on a une réponse à ça? Est-ce que c'est une perception? Je n'ai pas de statistiques là, de l'ensemble de la ville, mais je peux dire sur ce que nous, on construit, c'est très, très rare. Là. Nous, on voit les déménagements, on voit la façon dont c'est vécu. Donc, on n'est pas du tout dans un phénomène qui a été là, décrié à Vancouver ou à Toronto, où c'est de l'immobilier qui est acheté puis qui est laissé vide. Je ne pense pas que Montréal vit cette réalité. Non, alors, moi, j'ai pas de données précises sur Montréal. Je sais qu'à Vancouver, ça se passe à Toronto. Par contre, j'ai un collègue, David Waxmuth, qui a beaucoup fait d'études sur les Airbnb à Montréal. Et donc, ces logements, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde là depuis quelques années, mais les bâtiments qui ne sont pas vides ou les unités qui ne sont pas vides, mais qui ne contribuent pas vraiment à la vie du quartier parce que les gens sont de passage. Ça, au moins, selon ces études, il y en a quand même pas mal à Montréal. Dans le centre. Bon, OK. Il y a peut-être moyen de travailler ça. Et on parle de densité en termes d'unités, mais les ménages, là, c'est pas juste des unités, c'est des familles. Donc, est-ce qu'on a une idée sur la densification humaine et familiale, intergénérationnelle de la ville? Ou c'est par Laurence, tu parlais de créer des nouveaux quartiers. Est-ce que c'est par là que ça se passe? Mais là, je vais repartir sur un autre sujet qui m'est particulièrement cher. Je vais essayer de faire 2 minutes. Mais je vais faire ça encore plus court, là, mais c'est qu'on est souvent contre les petites unités en trouvant ça donc épouvantable, puis on veut des grands logements pour les familles, etc. Mais il faut vraiment comprendre, surtout, on ne se le cachera pas, c'est excessivement cher d'acheter à Montréal. Ce l'est encore plus quand on veut une grande unité là, pour loger sa famille. Si on n'utilise pas l'outil que sont les petites unités, parce que c'est un outil quand on est jeune puis on a accès à la propriété. Si on s'achète, là, je vais sûrement faire crier bien des gens, mais si on achète un 300 pieds carrés quand on a 25 ans, parce qu'on a de l'aide de subvention de papa, maman, etc., là, peu importe comment on organise ça, puis selon moi, c'est un moyen que la ville pourrait mettre de l'avant pour aider davantage. Mais si on se met le pied dans l'immobilier, après ça, on souffre pas ou moins, tout au moins, de l'inflation qui se passe en immobilier parce que notre propre unité prend de la valeur. Donc, l'objectif, c'est de donner accès à la propriété, de donner ces unités-là qui sont plus petites. Puis, idéalement, là, c'est pas toutes des 300 pieds carrés, là, il y a du 400, 500, 600, mais qu'après, sur le long terme, il y a une valeur qui est créée, puis on est capable de rester en ville, puis d'habiter en ville, puis d'acheter, parce que c'est effectivement pas simple de trouver une façon de faire de l'habitation à faible coût pour des familles, là, donc beaucoup de superficie. Mais oui, dans des quartiers qu'on pourrait imaginer, des quartiers du futur, l'attrait, c'est la mixité. C'est ce qu'on aime le plus de Montréal, c'est de pouvoir côtoyer des gens plus jeunes, des enfants, des gens plus âgés, etc.
Mais je dirais qu'un des problèmes, puis ça c'est depuis longtemps, c'est que quand même la grande croissance de population, que ce soit à Montréal ou dans toutes les grandes villes canadiennes, se fait en banlieue. Il y a une préférence pour la banlieue. Et comme disait Laurence, c'est comment changer, c'est presque un changement culturel qu'il nous faut pour que les gens mettent de la valeur sur le type de vie de quartier que Laurence vient de décrire et que personnellement je trouve formidable. Mais clairement, beaucoup de personnes ne sont pas suffisamment attirées pour faire le sacrifice peut-être de 500 pieds carrés pour être plus proche d'un quartier plus vivant. Mais ça aussi, ça peut se le payer aussi parce qu'il y a une question d'accès. Ah ben oui, mais ça aussi c'est une question de, mettons, personnellement, je choisis de vivre dans un 6,5 proche du centre plutôt que dans une villa à Laval. Mais ça c'est un choix et tout le monde peut faire ce choix à revenu égal. Donc oui, c'est cher de vivre plus proche du centre, mais en prenant des unités plus petites, à revenu égal, on peut y parvenir. Mais beaucoup de personnes à revenu égal vont préférer ce logement plus grand. Mais c'est ça que solutionnent les petites unités. En fait, ils solutionnent deux choses. Ils solutionnent la capacité de payer. Si on rentre tôt sur le marché, puis on est capable de profiter de la prise de valeur, mais c'est aussi l'aspect culturel. Si on habite en banlieue toute notre vie, puis si on retourne en banlieue après, ben on n'a pas eu la chance de s'attacher à la ville ou de s'attacher, découvrir les bienfaits de l'urbanité. C'est le fun de marcher pour aller au marché, puis d'aller à l'école à pied ou d'aller au travail à pied, d'aller au cinéma, etc. Mais si on ne l'a jamais vécu, ça ne nous manque pas. C'est quand on va l'avoir vécu pendant un certain temps qu'on est prêt à faire les compromis nécessaires après. Bon, écoutez, je vais revenir sur deux questions quelques questions qui nous viennent du public et il y en a beaucoup, là, il faut le dire. Une qui nous ramène à cette idée d'une muraille autour de la montagne qu'on pourrait aussi élargir à une muraille le long du fleuve, là, parce que dans le fond, c'est une muraille qui se construit. Est-ce qu'il y a des pistes que vous verriez là? Marie-Odile, tu as évoqué certaines choses. Est-ce que c'est des basilaires? Est-ce qu'il y a des modes, des typologies de construction qui permettraient quand même de réaliser des projets? Est-ce que c'est de créer des brèches? Enfin, est-ce qu'on a un anti-muraille, d'après vous? Est-ce qu'on a un anti-muraille? Je ne suis pas sûre de comprendre. Formule anti-muraille, pour éviter l'emmuraillement du Mont-Royal. Je le résume comme ça. Je reviens à certains des éléments que j'ai suggérés. Le concept de porosité, de perméabilité, ça veut dire que voir à travers, au fond. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas illuminer les tours au centre-ville parce que c'est là que ça se passe, mais des fois, il y a des concentrations qui sont tellement fortes qu'on peut plus voir à travers. Donc, effectivement, il y a un travail à faire en termes de design, en termes de forme. Là, c'est pas ma spécialité, donc je vais laisser ça aux autres, mais il faut travailler là-dessus. Il y a un élément aussi que j'ai mentionné qui est en lien avec ça, c'est qu'il y a certaines tours qui sont autorisées sans avoir de consultation publique parce que c'est plus ou moins permis dans les règlements. Il y a des hauteurs qui sont très fortes et qui sont permises. Alors, on a des tours comme Maestria ou le Square Philippe. À ma connaissance, ça n'a pas été soumis à consultation publique. Et les consultations publiques aident à améliorer parce que les gens font des suggestions intéressantes, justement, autant sur la forme, l'implantation, etc. Et vont soulever certains éléments. L'exemple de la baie est intéressant. Il y a une évolution dans le projet de la baie. Le projet de la baie, c'était pas le plus haut projet qui était mis de l'avant, mais il continuait à cacher encore plus le fleuve à partir de la montagne. Et donc, il soulevait des questions et bon, on a débattu, puis ça a amélioré le projet. Alors, c'est tout ça. Ça demande
de ne pas aller trop vite, ça demande de faire des analyses plus fines, ça demande de bien regarder les éléments. Et comme dit l'adage, on est rendu là. Hein, on ne peut plus faire des tours n'importe comment. On est rendu là à le faire avec de plus en plus de finesse et on a des bons experts à la ville, mais il faut leur laisser le temps de faire les analyses appropriées. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un usage des maquettes informatiques? On a des capacités numériques à Montréal qui pourraient peut-être pas juste être mises à la disposition des spécialistes ou des développeurs de projets, mais peut-être du public aussi pour comprendre davantage vers où on s'en va avec telle ou telle intervention ou quelles sont peut-être je pense à ça, là, on a la salle hémisphérique à la SAT, la Société des arts technologiques, brancher la maquette informatique de la ville là-dessus, puis faites des séances avec le public. Peut-être ça aiderait à ce qu'on ne voit pas juste les hauteurs depuis un hélicoptère, mais depuis le cadre réel. Et moi, je me posais la question, Laurence, vous faites des projets sur, par exemple, le quartier que vous développez à côté du pont Jacques-Cartier, c'est un vaste site. Mais la plupart des projets sont faits sur des îlots ou des terrains un peu individuels, non? On l'a redivisé pour que ça ressemble davantage à une trame urbaine, mais je veux juste revenir sur ce que Marie disait parce que je trouve ça vraiment important. Oui, on peut toujours bonifier les projets, puis je pense qu'il faut saisir toutes les occasions de bonifier les projets, c'est fondamental. Mais on ne peut pas regarder les projets de façon unique. On ne peut pas regarder le Maestria ou le Square Philippe. Il faut avoir, puis ça répond peut-être, c'est une piste de solution sur oui ou non la muraille ou comment on gère ça. Il faut avoir une vision globale de la façon dont on veut développer. On n'aura jamais de vision globale quand on regarde projet par projet, là, ce qui est connu quasiment comme du spot zoning. C'est en ayant une vision globale, en faisant des choix en tant que société, puis en disant c'est à cet endroit-là qu'on laisse une percée visuelle. Et là, c'est clair, tout le monde comprend, tout le monde accepte. Et comme ça, quand nous, dans le fond, on arrive à développer, la chance qu'on a eue, c'est un îlot là, de 400 000 pieds carrés qui était laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Bien, on est capable de redévelopper en connaissant les règles du jeu. OK, bien, peut-être qu'avec le plan, il y aurait une mise à jour des règles du jeu. Peut-être les rendre plus tangibles parce qu'il y a tellement de... C'est vrai que ces tours qui arrivent de plein droit ou pratiquement de plein droit, qui sont gigantesques à côté d'espaces publics qui ont été financés par des fonds publics généreusement, ben, le public est en droit de ne pas comprendre. Là. C'est comme si de peine et de misère, on réussit à faire une place publique, puis là, on va la plonger dans l'ombre ou dans les turbulences de vent pour des loges VIP. C'est un peu... Ça suscite de la méfiance. Mais peut-être que si les gens étaient au courant des hauteurs possibles, peut-être d'une manière plus visuelle, ce serait intéressant. J'ai une autre question, mais là, je l'adresse à Richard, puis on va peut-être se diriger vers un tour de table pour conclure. Mais on nous parle ici de... J'ai entendu que le fait d'ajouter un seul étage au bâtiment à 2 ou 3 étages dans l'ensemble de la Ville de Montréal permettrait de répondre à la demande. Est-ce que c'est des scénarios qui ont été connus, à part le fait que, monter un étage sur un 3 étages, on change souvent de catégorie de code et puis là, ça prend un ascenseur des fois, puis c'est plus compliqué que ça. Là, mais qu'est-ce qu'on pense de ça? Oui, alors je dirais que, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites pour savoir si un étage suffirait ou pas. Et évidemment, on rentre dans des questions de code du bâtiment. Mais je pense que l'idée est une bonne idée. C'est-à-dire de regarder la ville et l'idée de rajouter un étage, c'est qu'on ne change pas fondamentalement la morphologie des bâtiments, on ne change pas fondamentalement les quartiers, on densifie légèrement et un peu partout. Et je pense que c'est ça l'avenir de la densification dans et autour du centre. Parce que le centre avec ses tours, c'est une chose, mais c'est un tout petit endroit. Je pense que pour accueillir 300 000 nouveaux ménages, ce n'est pas dans l'hypercentre. Si on a de la chance, ce sera dans les 5 kilomètres à peu près autour du centre. Donc dans les quartiers du type Côte-des-Neiges, Rosemont, en allant vers l'est, dans des quartiers qui sont quand même encore bien connectés. Et c'est là, effectivement, en augmentant un peu la densité, dans la cour de chacun, peut-être pas nécessairement au-dessus, mais dans la cour de chacun, eh bien, on pourrait beaucoup densifier
Montréal en tant que ville, même si chaque quartier n'est pas densifié de manière très, très perceptible. Et je pense que c'est ça vraiment l'avenir de la densification, c'est de prendre la morphologie de chaque quartier et d'y rajouter un peu pour que l'ensemble de la ville devienne plus dense, sans nécessairement surcharger les infrastructures, les parcs, les services et les choses comme ça, ni changer la vie quotidienne des gens qui y sont déjà. Donc, un ajustement, un rythme, tout en admettant que le centre va avoir une personnalité naturellement plus bâtie, hein, avec le soleil qui arrive sur le trottoir. Oui. OK. Parce qu'il y a des considérations comme ça, là, on a des gens font des commentaires sur l'empreinte écologique des bâtiments en hauteur, parce que c'est plus de béton, c'est plus de mécanique, il y a plein de choses. Et puis, souvent, on oublie les cycles de vie sur le long terme, mais Laurence a raison. Elle rappelle que ce qu'on bâtit aujourd'hui, si c'est bien fait, là, parce que le développement durable, c'est bien conçu, bien réalisé et bien utilisé, hein, c'est le bel ouvrage. Ben, ça va façonner le paysage sur une génération. Peut-être que je voudrais, tout en m'excusant auprès des très nombreuses personnes qui ont pris le temps d'écrire, de faire part de leurs commentaires, on essaie c'est un échange, mais comme je disais, on va essayer de se reprendre pour aller plus loin. Peut-être faire un tour des dernières remarques sur ce sujet, Laurence. Mais écoutez, je vais essayer de vraiment me limiter, mais je pense qu'avoir la conversation, ce qu'on fait aujourd'hui, là, on devrait faire ça tous les jours, avoir des lieux permanents par exemple, justement avec la maquette de la ville, mais on pourrait la rendre interactive. Fait qu'on pourrait jouer à j'ajoute 10 000 personnes à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça donne? Il y a un programmeur. SimCity montréalais. Exactement, mais live puis collectif. Fait que s'il y a des gens là, qui ont le goût de prendre ce projet-là, moi, je viendrais jouer souvent. Là, j'amènerais mes enfants. Puis je pense que c'est ça qu'il faut développer. Bon, on sent qu'il va y avoir une station de jeu urbain dans certains quartiers de Prével bientôt. Richard. Bon, moi, je conclurai sur un des points dans lequel j'ai commencé. Je pense que il faut réfléchir au niveau du quartier, mais il faut absolument qu'on réfléchisse au niveau de la métropole et que toute cette densification se fasse dans un cadre général où on comprend comment on veut que la métropole dans son ensemble évolue. Est-ce qu'on veut de d'étalement? Est-ce qu'on veut étendre le périmètre urbain? Est-ce qu'au contraire, on veut développer des sites couramment vacants, mais à l'intérieur de ce périmètre? Il faut commencer par là et ensuite descendre au niveau du quartier pour voir comment ça peut se faire de manière sensible pour les habitants et les nouveaux arrivants. Mais et je prêche pour ma paroisse étant urbaniste, je pense qu'il faut quand même une planification forte au niveau de la métropole afin de bien pouvoir planifier cette densité ou cette densification possible à l'intérieur des périmètres urbains existants. Et peut-être une planification avec des définitions un petit peu plus concrètes pour le public. Là, parce que certainement. Les gens n'habitent pas dans un plan d'urbanisme, ils habitent dans un quartier, un bâtiment. Je pense que les questions de définition et de comment une densité peut se traduire dans des morphologies très différentes, je pense que ça, c'est des choses, il faut vraiment qu'on en parle, qu'on en discute beaucoup plus pour qu'on comprenne ce que ça peut vouloir dire, la densité. Peut-être qu'on pourrait avoir on se plaint beaucoup des cours de l'enseignement de l'histoire, ça s'améliore sans doute, puis ça a lieu d'être révisé, mais peut-être que la géographie, ça mériterait une attention particulière avec la participation des urbanistes, des bâtisseurs, là, pour que les jeunes dans les écoles comprennent la ville différemment qu'ailleurs. Marie-Odile, quelques derniers mots? Oui, bien, j'irai dans le sens de Laurence. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. C'est important qu'on en parle et que les expertises qu'on a développées soient davantage connues, expérimentées par les gens, expérimentées par les constructeurs, les promoteurs. Tous les promoteurs ne sont pas aussi fins que Laurence. Et il y a encore de la connaissance à développer. Mais je trouve ça très intéressant. Vraiment, je trouve que c'est un beau sujet, un beau débat aujourd'hui. Et encore une fois, là, c'est important d'avoir une vision d'ensemble à la fois de la construction puis aussi du paysage et de l'équilibre entre tous ces éléments-là.
Merci d'avoir organisé ce débat. Mais cet échange, merci. Je pense qu'il y a des éléments de débat là-dedans, puis il y a des éléments qui mériteraient qu'on ait des débats par la suite. Je vois le commentaire d'André Lavallée qui rappelle qu'il y a aussi toute la question de l'intervention du gouvernement qui finance beaucoup l'étalement. Sans que ça paraisse trop. Je vous remercie au nom si on était à l'auditorium du McCord, certainement qu'il y aurait une grande levée d'applaudissements pour vous remercier, Marie-Odile, Richard et Laurence, d'avoir pris un peu de temps avec nous. On remercie également les nombreuses personnes pour leur contribution à cet échange, même si ça se fait en format virtuel. On espère que ça pourra avoir des suites. Ce sera, je crois, disponible sur les plateformes pour pouvoir l'écouter ultérieurement, hein, comme la tradition on le fait avec le Musée McCord depuis longtemps. On se donne un prochain rendez-vous à la fin mars sur les façons de faire débloquer des projets, hein, parce qu'on a encore une approche, on a une approche de planification, mais beaucoup de choses se réalisent à travers des projets et beaucoup de projets notamment sont requis pour mettre en valeur des bâtiments ou des lieux patrimoniaux. Je ne vous surprendrai pas en parlant de ça, mais ça bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi? Alors, c'est le thème de ça stagne à la fin mars et on terminera cette 10e saison des échanges urbains au début mai avec un échange sur le quartier chinois qui a fait l'objet hier d'annonces très intéressantes, une collaboration entre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et la société montréalaise. C'est peut-être un indice de quelque chose qui pourrait se passer ailleurs. Alors, on vous remercie. On vous souhaite une bonne fin de janvier, de la santé et du bon temps, malgré tout. Et éventuellement, le printemps va arriver, rassurez-vous. Merci et bonne journée.